sommes bien sûr sur Radio Ems, la musique dans la sauce avec Lionel. Lionel, c'est qui? Eh bien, c'est moi. Ils m'ont gardé, donc j'ai fait comme Schwarzenegger, j'ai dit « I'll be back ». Et me voici, en direct pour la deuxième émission. Le principe, il est simple. Avec nos oreilles musicales, nous nous transportons dans la société afin de toujours mieux la comprendre. J'en veux pour preuve le sujet du jour. Autisme et musique que j'ai intitulé, alors réfléchissez bien, cogitez bien, l'autiste, l'artiste, la différence, c'est un air. Ma deuxième, je tiens à remercier chaleureusement David à la technique, qui va devoir faire des prouesses. Et oui, c'est pas un cadeau de m'avoir. Effectivement, grand merci à David parce qu'en première partie, nous serons en duplex, car notre invitée n'a pas pu se déplacer, elle habite Cannes. Notre autre invitée, elle est venue, mais encore plus loin. Bon, vous allez tout comprendre. Elle nous sort un EP, donc on va l'appeler Elodie Atlantis tout à l'heure. L'autre invitée est une jeune femme qui se trouve dans nos studios, qui va nous faire un live exprès dans nos studios. Elle se nomme Aglaé Sigono. Et avant tout, je tiens à rappeler que vous pouvez nous retrouver en téléchargeant la nécessaire appli Radio Ems. Un beau logo orange avec un micro, vous ne pouvez pas la louper. Dans laquelle figureront toutes nos programmations, playlists et l'excellente émission La Zik dans la sauce. Il faut entendre la musique dans la société. Nos invités sont artistes, musiciennes, autistes, mais avant tout artistes. Et je tiens à ce qu'on le comprenne bien. Nous aurons un entretien et du live dans notre émission. Franchement, c'est pas la classe. La deuxième partie, nous appellerons notre troisième et ultime invité. Cela signifie, pour David, qui m'accompagne, sa galère n'est pas finie parce qu'il a le droit à un autre duplex. Donc ça sera Marlène Louty-Atian, professeure à la fac, à l'université, pour être plus poli, de Dijon, en direct de la salle. Donc on la prend vraiment, elle finit ses cours et on l'appelle. Et nous aborderons la définition de l'autisme, nous en parlerons en général, nous serons dans la partie sociétale. Marlène, ça sera notre sachante. Notre sachant, hein, je ne sais pas si je le dis bien, notre sachant du jour. Également, j'interrogerai cette dernière sur les problèmes auxquels sont confrontés les autistes en musique et en société tout simplement. Donc, mon cher David, nous allons commencer par appeler notre invitée, notre première, c'est-à-dire Elodie Atlantis, qui devait venir là sur le plateau, mais c'est compliqué. Et donc voilà, nous avons donc Elodie Atlantis. Oui. Bonjour Elodie. Bonjour. Vous m'entendez? Oui. Voilà. Parfaitement. Alors, vous êtes sur Radio Ems, nous sommes enchantés de vous avoir. Alors, vous êtes éloigné, donc on va commencer directement dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu comment vous avez commencé la musique ? Alors, j'ai commencé la musique à l'âge de environ 8-9 ans. Je chantais des petites mélodies toute seule parce que j'aimais beaucoup créer. En fait, c'était surtout créer des mélodies, tout ça. Et puis après, le piano, j'ai commencé un petit peu à l'âge de 11 ans. Et à l'âge de 14 ans, j'ai eu mon premier clavier Roland, EM10, je me rappelle, et j'ai fait mes premières chansons avec les rythmiques, tout ça. J'avais juste appris quelques accords comme ça. Et à l'âge de 17 ans, j'ai commencé la guitare et j'ai vraiment commencé mes premiers textes un peu plus, avec du français, de l'anglais aussi. Et j'ai eu après mes premières émissions, mes premières interviews, émissions de radio. Très vite, il y a eu un petit succès en fait qui s'est passé et j'ai un CD qui est sorti, qui a été en vente partout.
donc la Fnac, tout ça. Mais c'est un CD qui s'appelait Pema Himalaya. Et d'ailleurs, on peut le voir encore en tapant Kenny Quest. Alors là, c'est sur le nom de Kenny Quest. J'ai commencé ma carrière sous ce nom-là. Oui, alors précisez-nous les choses. Alors Kenny Quest, c'est quoi, c'est qui? Alors allez-y. Alors Kenny Quest, j'ai pris ce pseudonyme parce que ma mère m'appelait qu'elle est jolie, Kenny jolie. Et tout d'un coup, je me suis dit, oh Kenny, c'est mignon. Et du coup, je l'ai féminisé et j'ai fait Kenny IE parce que il y avait que Kenny Y qui existait. Et ensuite, comme j'ai eu une certaine popularité à l'époque sur MySpace, il y avait beaucoup de gens. Et du coup, en Alabama, il y avait des gens qui voulaient appeler leur petite fille Kenny avec IE. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Non, parce qu'au départ, je me demandais si ça avait un rapport avec le rappeur Kenny West. Donc aucun. Ah non, rien à voir parce que lui c'est West et moi c'est Quest, comme la quête en anglais. Enfin voilà, il y a une petite dimension spirituelle aussi dans ce nom. Et dans l'autre nom aussi. D'accord. Alors, vous me dites que vous avez commencé les instruments, mais est-ce que vous avez été dans un conservatoire? Comment vous avez appris à jouer ces instruments? J'ai appris complètement en autodidacte. J'ai eu quelques cours de guitare et tout de suite, en fait, j'ai fait très très vite. En fait, j'ai appris très très vite. Quand j'ai des apprentissages, des choses qui m'intéressent, je peux rester. Je faisais 5 heures de guitare par jour, par exemple. Je peux rester beaucoup. Voilà, quand il y a des trucs qui m'intéressent, ça peut être non-stop et j'oublie tout le reste, toute la vie extérieure et je me concentre sur mes intérêts spécifiques en fait. Voilà. D'accord. Et dans l'apprentissage, est-ce que, puisque notre sujet c'est aussi l'autisme, oui. Vous avez des ouvrages qui portent sur ce oui, domaine. Et est-ce que vous pensez que vous avez eu plus de soucis? Je poserai la même question à notre deuxième invité. Est-ce que vous pensez que vous avez eu plus de soucis qu'une autre personne pour l'apprentissage de l'instrument ou en autodidacte, c'est ce qui vous convenait le plus, qui vous convenait le mieux? Déjà, j'ai pas fait le conservatoire, donc j'ai appris. Voilà, on m'a montré par un prof de guitare tout ça. Non, j'ai eu des facilités par rapport à l'instrument, mais j'ai beaucoup répété aussi. Je faisais, je vous dis, 5 heures par jour pendant les vacances scolaires. C'était du non-stop et je faisais que ça et ça devenait un peu obsessionnel. Et donc, par contre, j'ai eu des difficultés peut-être d'apprentissage plutôt pour ce qui est mathématique parce que je suis aussi dyscalculique et il y a une certaine dysphasie aussi où des fois, dans certains moments, je mélange tous les mots. Quand je suis fatiguée, qu'il y a trop d'informations, je n'arrive plus à parler. Et il faut savoir que j'ai parlé assez tardivement, donc vers l'âge de un peu 6-7 ans. Enfin, j'avais beaucoup de mal à dire des mots, des phrases, mais personne s'est inquiété. D'accord. Voilà, bon, mais je sais pas, mes parents se sont pas trop. Par contre, à l'école maternelle, ils se sont tous inquiétés. Ils ont dit mais votre fille, elle a des problèmes pour se situer dans le temps, l'espace. Elle n'arrive pas à communiquer, tout ça. Enfin, c'était difficile. Et j'ai commencé vraiment à parler de moi. Alors c'est vrai que ça fait très peut-être égocentrique tout ce qu'on veut, mais j'ai une facilité pour parler de moi parce qu'il y a rien de plus facile parce que j'apprends tout par cœur. D'accord, mais en fait, est-ce que ça vous a posé des problèmes dans l'apprentissage du coup? Pardon, j'ai pas compris la question. Je peux répéter, il y a aucun souci. Est-ce que ça vous a posé des problèmes dans l'apprentissage ou pas du tout? Le fait qu'il y ait la fatigue, le fait qu'il y ait alors, je pose des questions parce que il y a plein c'est-à-dire dans la musique ou dans le... Oui, dans l'apprentissage de la musique, oui, bien sûr. Dans l'apprentissage de la musique. Non, parce que j'étais toute seule chez moi dans ma chambre sans avoir d'autres personnes. Mais bien sûr, si j'avais été dans une école de musique, j'aurais pas pu tenir parce que moi j'ai fait toutes mes études par correspondance. J'ai pas tenu avec les autres élèves, le rythme, les profs, tout ça c'est impossible. D'accord. C'était pourtant une licence de droit mais par correspondance. Ok. Voilà.
Et qu'en est-il, parce qu'il me semble que vous avez des recueils, vous faites appeler une Aspergirl. J'ai trouvé le jeu de mots assez sympa. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, j'ai été diagnostiquée donc très tardivement, à l'âge de 37 ans. Du coup, comme j'étais toute seule dans ma chambre, et puis les concerts, les concerts, ou alors chez un ami, ou bref, j'étais très très isolée, ce qui est toujours un peu le cas. D'ailleurs, malgré tous les followers que j'ai, mais je veux dire, du coup, je me rappelle plus de la question. Non, ça, je sais plus. Non, c'était. J'ai une hyperactivité. Non, il n'y a pas de souci. Je peux répéter. Ça me pose aucun souci. C'était parce que vous avez des ouvrages sur l'Aspergirl. Oui, la vie en prose d'une Aspergirl. Voilà, donc ça parle parlez-nous-en. aussi de mon côté d'artiste et de mon diagnostic d'autiste Asperger. Alors c'est vrai qu'on dit plus trop ça maintenant, mais bon, il est sorti en 2022 mon livre. Donc du coup, on dit trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle. Je trouve ça un peu rébarbatif d'ailleurs. Ah, c'est pas évident mais à bon, retenir. Asperger, je trouvais ça mignon. Et puis d'ailleurs un film après est sorti sur une Aspergirl, mais moi j'avais écrit le livre avant. D'accord. Et oui, je vous écoute. Voilà. Et il y a un autre livre aussi, c'est La petite fille qui ne parlait qu'au Père Noël, où là c'est un petit peu un conte philosophique intemporel où je parle aussi de mes difficultés quand j'étais petite et j'écrivais des lettres, par exemple au professeur, un petit peu au lieu de parler. Donc c'était ma façon de communiquer. Voilà, je parlais pas beaucoup, quoi. Surtout quand j'ai eu mes interviews à l'âge de 17 ans, j'ai vraiment commencé à parler. Donc la communication est quand même compliquée, surtout dans les interactions où des fois je comprends pas les expressions des visages, je comprends pas. Ah oui, on disait mon diagnostic. Oui, j'étais diagnostiquée donc très tardivement. Oui. À 37 ans, vous m'avez dit. Donc par un tas de tous les tests qu'on m'a passés, c'est au moins une centaine de pages de Il y a eu aussi donc neuropsychologue certifié avec psychomotricien, orthophoniste, psychologue, psychiatre. Enfin, ils ont été toute une équipe à me diagnostiquer. Donc du coup, on m'a diagnostiqué plusieurs choses. Donc il y a le trouble du spectre autistique, il y a le TDAH, donc le trouble déficit de l'attention avec hyperactivité, qui fait que des fois j'oublie instantanément les choses. C'est un trouble de la fonction exécutive au niveau de la mémoire. Donc je passe un trouble, la mémoire, comment ça s'appelle ? La mémoire immédiate n'est pas très fonctionnelle chez moi. Par contre, la mémoire à long terme est exceptionnelle, il paraît. D'accord. Et donc aussi dyspraxie, donc un trouble du mouvement. Donc pour faire, par exemple, j'arrive pas à avoir le permis. J'ai une voiture sans permis et j'arrive pas. Trouble du mouvement, tout ça. Alors, et puis et surtout je voudrais pas qu'on oublie de parler d'un truc où je suis super contente. Bon, ça n'a rien à voir avec l'autisme, mais il y a un titre qui est sorti en duo avec Mike Donovan et qui a fait plus d'1 million de vues avec un clip que j'ai co-réalisé en IA. Donc un super clip galactique, tout ça, et je suis trop contente. Eh ben oui, voilà. Ce qui est extraordinaire, c'est que malgré tout ce que vous avez dit, vous avez quand même, vous sortez régulièrement des ouvrages, des musiques. Eh ben on va entendre tout de suite le titre avec Mike Donovan, c'est bien ça ? Mike Donovan, voilà. Et c'est avec Universal Music, voilà. Et vous pouvez donner le titre ? Alors c'est J'ai la tête qui fly. Ok, bon on va voir si j'ai aussi ma tête qui fly. Allons-y. Voilà. J'aimerais que tu viennes dans mes rêves, retrouver nos beaux yeux d'enfant, avant que l'amour ne s'achève, dans nos colères de conquérants. Je veux plus remplir toutes les cases, ni être le chiffre de l'addition. Je veux éviter de voir mon blaze un jour sur le grand mur des cons. J'ai la tête qui fly, j'ai la tête qui fly.
ce grand n'importe quoi. Ce monde marche sur la tête de cet asile autour de moi. Je m'évapore en flying jacket. J'ai la tête qui fly. J'ai la tête qui fly. Dès que tout déraille, become a butterfly. On n'arrive plus à distinguer le blanc du noir, le vrai du faux. C'est le Far West dans la cité. La ville est un jeu vidéo. Je veux découvrir l'envers du sens. Les doutes flottent dans les haters. Le pourquoi de ces expériences. Les cœurs se cachent dans nos compteurs. J'ai la tête qui fly. J'ai la tête qui fly. Dès que tout déraille, become a butterfly. Everything fine, Mike Donovan. Mon vaisseau brûle les immondices. Es-tu la quête de mon essence? I'm Kenny Quest from the spaceship Atlantis. J'ai la tête qui fly. J'ai la tête qui fly. Dès que tout déraille, become a butterfly. Bravo pour ce titre, excellent. Merci, il faut absolument voir le clip parce que il est incroyable. Enfin, c'est pas parce que je l'ai co-réalisé. Je l'ai co-réalisé avec Olivier Leborgne, spécialiste concepteur IA. Et du coup, il déchire complètement. Enfin, du coup, je suis en héroïne galactique qui vient sauver Magda Novan de mauvais robots dans une planète où tout se transforme. Enfin, c'est un truc énorme, très geek. C'est énorme, j'ai vu ça. Oui. Alors, encore bravo. Et vous aviez peut-être quelque chose à nous préciser, vous, en tant que personne. Je crois que vous aviez 2-3 choses à nous dire. Oui, je voulais simplement dire que voilà, tous ces diagnostics, c'est pas rien. Et j'ai découvert tout ça parce que j'arrivais pas à m'inclure dans le monde normal, travailler comme tout le monde. Je faisais des burn-out pour un rien. Je travaillais 5 jours et puis après je faisais un burn-out d'un mois. Donc quand il y a trop de bruit, trop d'informations, dans un supermarché, j'ai beaucoup de mal à faire les courses. Je souffre énormément et je peux faire des sortes voilà où je craque, je me mets dans un coin. Très vite je peux être submergée, mais par contre sur la scène et tout ce qui est mes intérêts spécifiques, ça me donne beaucoup d'ocytocine dans mon cerveau et le taux de cortisol descend, voilà, donc du coup le stress, tout ça, et c'est les intérêts spécifiques augmentent le taux d'ocytocine. Ça, d'accord. On va prendre note. C'est l'hormone du bonheur et l'hormone sociale où on est un petit peu déficitaire quand on a un trouble autistique. Et donc la vie seule pour moi est aussi très difficile parce que je peux pas ni faire la vaisselle, les trucs un peu comme ça difficiles, la vie quotidienne, tout ça, j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide. Et par exemple, je vais manger chez mes parents tous les midis et le soir je mange pas. Par exemple, pour vous dire un petit truc, parce que c'est trop complexe l'organisation. Moi, je suis dans mes passions, et dès que ça dépasse le cadre de mes passions, en fait, ce qui est facile pour les gens est très difficile pour moi. D'accord. Voilà, gérer une maison, gérer des trucs comme ça. Alors, c'est bien que vous le précisiez parce que tout le monde n'a pas forcément conscience de ça. Non, il n'y a pas conscience. Voilà. Mais par contre, ce que je vais faire, je vais revenir vers vous, mais avant, je vais parler à mon autre invité qui est là, qui est dans le studio. Nous avons l'honneur et l'avantage d'avoir Aglaé Sigono. J'ai bien dit? Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Alors, bonjour Aglaé. Bonjour. Alors, même question. Est-ce qu'on peut se tutoyer parce que tu es jeune, je suis très vieux, donc je suis ton ancêtre. Je me permets de te tutoyer.
Et comment tu as appris la musique ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que tu, au travers du témoignage que nous avons eu avant avec Élodie, est-ce que tu as vu les mêmes choses ou toi, ton cas est complètement différent ? Alors moi j'ai commencé la musique avant d'avoir mon diagnostic. J'ai eu mon diagnostic à 17 ans, là j'en ai 21, donc c'était il y a quelques temps, mais en soi c'est pas un diagnostic si tardif que ça par rapport à beaucoup de diagnostics, surtout chez les femmes. Comment j'ai commencé la musique ? J'avais un papa qui était musicien et aussi d'autres membres de ma famille qui faisaient de la musique, enfin qui en font toujours pour certains d'ailleurs. Et moi j'ai toujours aimé un peu chanter dans ma chambre, mais la porte fermée, fallait pas qu'on m'entende, c'était vraiment juste moi. Et un jour avec une amie, elle m'a appris 3-4 accords à la guitare, les accords basiques. Et à partir de ça, j'ai commencé à chanter avec ma guitare, et la semaine d'après, j'étais en cousinade et j'ai chanté devant tout le monde pour la première fois. Et depuis ce jour-là, je n'ai jamais arrêté. Et d'accord. Et donc, comme pour Élodie, pas forcément de conservatoire, plutôt en autodidacte ? Exactement, du coup, moi, j'ai jamais fait de conservatoire non plus, je connais pas vraiment le solfège. C'est pas grave. Donc non, vraiment autodidacte. Au début, j'ai appris avec mon ami du coup, et après mon papa m'a aidé un peu parce que du coup, il était guitariste. Et voilà, et puis mon tonton qui fait de la guitare aussi m'aide beaucoup au niveau de la musique et de la guitare, et etc. Waouh. Et nous, on a envie d'entendre des preuves de tout ça. Moi, je dis qu'il va peut-être falloir faire quelque chose. Alors, qu'est-ce que tu en penses, David, si on mettait un petit titre pour déjà nous mettre dans l'ambiance ? D'accord ? Alors, nous, comme titre, moi, je vois bien « Il reste encore ». Qu'est-ce que tu en penses, Aglaé ? Parfait, moi, parfait, moi ça me va. Te va ? Bon, on balance le son alors. Allez, let's go. Il y a des cœurs qui ne parlent plus, après avoir trop attendu, que cessent les heures, que cesse leur peine, jusqu'à ce que plus rien ne les retienne. Il y a des cœurs qui ne s'aiment plus, après s'être bien trop battus à faire la guerre contre son corps, qu'arrive le jour où il s'endort. Mais ce n'est pas fini, il reste encore l'amour, les souvenirs, la tendresse qu'on se donne. La joie est infinie, même si le manque résonne. Si certains doivent partir, qu'on leur pardonne. Il y a ces gens qui ont peur de l'absence, de cœurs qui disent au revoir en silence, après s'être aimé, après s'être haï, lorsqu'il n'y a plus rien, lorsque vient le vide. Il y a ces gens qui ont peur de l'errance, de marcher sans y trouver un sens. Si les yeux se ferment à des idéaux, qu'ils se rouvrent à garder le plus beau. Mais ce n'est pas fini, il reste encore l'amour, les souvenirs, la tendresse qu'on se donne. La joie est infinie, même si le manque résonne. Si certains doivent partir, qu'on leur pardonne. Non, ce n'est pas fini, il reste encore l'amour, les souvenirs, la tendresse qu'on se donne. La joie est infinie, même si le manque résonne. Si certains doivent partir, qu'on leur pardonne. Non, ce n'est pas fini, il reste encore l'amour, les souvenirs, la tendresse qu'on se donne. La joie est infinie, même si le manque résonne. Si certains doivent partir, qu'on leur pardonne. Ouh. Merci. J'ai des frissons tout partout. Oh, bravo. Merci beaucoup. C'est génial, ça. Ah ouais, très jolie voix aussi, je suis super content. Alors, c'est en direct live, c'est sur Radio Ems, d'accord ? Vous avez eu tout à l'heure en direct la sortie du morceau d'Élodie, et maintenant vous avez eu en direct live le morceau d'Aglaé.
Alors, est-ce que toi, dans le témoignage d'Élodie, est-ce que tu as aussi senti la même chose, ce côté je ne peux pas forcément aller vers les autres, ce côté je dois me débrouiller un peu seul même si j'ai des aides? Est-ce que tu as eu le même ressenti que le témoignage d'Élodie? Depuis petite, je pense que j'ai quand même eu pas mal de facilité pour un peu tout. Et puis en fait, je pense que je me suis beaucoup adaptée au fur et à mesure. J'essayais comme beaucoup, de masquer et de faire comme les autres, je pense. Après, moi, c'est mon ressenti aussi. Donc oui, c'est ce qu'on veut. Voilà. Donc pour ce qui est de la relation avec les autres, en plus, comme j'étais dans un petit village, etc., on n'était pas beaucoup, donc c'était plus facile de se faire des amis, etc. Mais je pense que c'est quand même un peu compliqué pour moi d'aller voir les gens, même si je pense que je me force un peu des fois pour essayer, même si c'est compliqué, ça me demande quand même beaucoup d'efforts dans certaines situations. Même de garder contact, tout ce qui est messages, etc., même avec mes amis, je sais que j'ai du mal parfois à envoyer des messages, etc., donc garder un lien, ça peut être compliqué aussi. Mais en soi, je pense que moi, pour ma part, j'ai quand même plus de facilité que certains, même si je pense que c'est quand même vachement compliqué, ça me demande beaucoup d'efforts et de fatigue. Mais déjà, merci, parce que malgré tout ce que tu viens de dire, je tiens à préciser que cette jeune femme vient de Toulon pour venir dans nos studios. Nous sommes en région parisienne. Elle fait le déplacement, donc déjà, merci beaucoup. Je suis fort honoré de ta présence. Avec plaisir. D'accord. Donc déjà ceci, on va entendre vite fait enfin pas vite fait d'ailleurs, on va entendre le deuxième titre, qui est plutôt un slam, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Qui s'appelle L'autre. Et accrochez-vous parce que ça déboîte. Je vous laisse écouter. L'autre, c'est le nom que je te donne, puisque t'appeler par ton prénom résonnerait comme je te pardonne, parce que malgré ce que tu montres, tu ne peux pas prétendre être un homme ça respecte les noms, un homme s'arrête quand tu leur donnes. L'autre, c'est ce nom qui m'emprisonne à ne pas savoir mettre de mots sur ces moments qui me questionnent, qui ne m'autorisent plus que des mots, en mauvais rêves qui me façonnent, pourtant m'obligent par des mots, reste bien définition d'un viol. Faute d'avoir cru que la violence n'existait que par les coups et non parfois par l'insistance de ces lèvres son corps qui me touche ou de ces paroles menaçantes de peur qu'il lève la corde au cou si j'opte une seule fois résistance. Reste encore maintenant à savoir comment faire face à ce qui blesse quand tout se transforme en cauchemar, quand dans la tête les flashs s'enchaînent pour me rappeler notre histoire, celle qui m'a souvent mise à terre de par ces mots qui ne m'aimaient pas. J'ai contenu en moi toute ma colère, comptant les mois pour les faire taire. Ces putains de voix dans ma mémoire, au moindre geste qui se réveille, je ferme les yeux, comme j'ai dû faire, faut faire au mieux après l'enfer. Ils nous disaient amoureux, mais mon amour est pour le satisfaire. Mais de quel droit, à quel instant monsieur conçoit sans consentement, qu'on s'en tient que dans son sens et que si je ne veux pas je mens. Manquerait plus qu'à taire mes silences, mais c'est mon corps mon choix pourtant. Presque encore un an ou deux et c'était les bleus, par accident. Mais c'est drôle, cette façon de dire je t'aime. À la femme que tu cries folle, sous forme de rire qui cache ta haine. Et non, jalousie, tu déformes, à force il faudrait que j'apprenne que d'après lui, c'est ça l'amour, c'est toujours moi le problème. Oh comme c'est beau, comme dehors tout paraît rose. Monsieur parfait fait bien les choses, dès lorsqu'il sort qu'il nous expose, osant à part faire ses défauts. Des fois qu'on y verrait des fautes, mais qu'en est-il derrière la porte, quand il n'a pas eu sa dose? C'est déjà trop, la première fois qu'il insiste, retournant la faute à ton cerveau, d'avoir inventé tous ces caprices. La colère n'en est pas excuse, aux insultes, à sa méprise, on les connaît, les jamais plus, qui s'oublient aussi vite qu'ils sont dits. Alors honte que passe ensuite par manque de preuves qu'il puisse poursuivre sans limite ces abus sur tant d'autres cœurs. Comment se sentir légitime s'il sentir victime en menteur? Faut-il attendre les suicides de femmes battues sur le compteur? Bon bah là, je sais pas quoi dire.
Donc et bravo pour le thème qui est pas un thème Moi aussi, facile. j'ai une chanson dans ce thème, Ambassadrice des cicatrices, mais un jour peut-être je vous en parlerai. Comme quoi c'est un thème récurrent qui. Bah oui, c'est très bien que l'on puisse maintenant en parler parce que Oui, ça on a en été parle plus facilement maintenant. D'accord. Et bah justement, Élodie, vous que je retrouve au téléphone, qu'est-ce que vous pensez du témoignage justement d'Aglaé? Est-ce que vous pensez, par exemple, que le fait que on soit diagnostiqué un peu plus tôt maintenant, ça arrange un petit peu les choses quand même? Bah, bien sûr, ça arrange les choses énormément. Et puis, de toute manière, il y a des différences. Je veux dire, on n'a pas les mêmes difficultés en fonction de. Ça peut être beaucoup de difficultés ou un peu moins. Moi, du coup, j'ai une carte invalidité à 80% d'invalidité, quoi, aussi. Mais du coup, voilà, je peux faire que de la musique et j'ai besoin d'aide pour beaucoup de choses. Voilà, ce qui fait que. Mais voilà, après, Mais malgré ce que vous dites, y a pas, voilà, on peut avoir l'autisme, mais parce que j'ai beaucoup de choses troubles à côté aussi qui s'accumulent. Donc c'est assez difficile de vivre dans ce monde. D'accord. Mais et en fait, je voulais vous interpréter à cappella. C'est possible, le petit bout de ma chanson? Alors juste avant, oui, vous allez nous faire votre petit bout a cappella. Bien sûr, il y a pas de souci. Juste pour vous dire à Aglaé et à vous. Que je suis très admiratif parce que malgré tous les soucis que vous nous avez décrits, vous nous présentez des projets qui sont de très bons projets. Donc voilà, déjà félicitations à vous deux. Merci. Merci beaucoup. Voilà, et je vous en prie, à vous de jouer pour le deuxième live concernant Élodie. Enfin, le premier live d'Élodie et son deuxième titre, pour être plus précis. Alors du coup, je tiens à dire que j'ai pas pu envoyer le titre, donc je le fais a cappella. Merci donc je chante beaucoup. la chanson totalement a cappella. Donc merci beaucoup pour la perf. Parce que je peux pas le faire à la guitare parce que ça passe pas à distance. Donc sinon j'aurais fait à la guitare. Donc je vous fais, voilà, c'est Ta lune au menthol, c'est un peu un hymne à l'autisme qui est en téléchargement sur toutes les plateformes qu'on peut retrouver. Là aussi, j'ai créé des groupes d'autisme aussi, Autiste Asperger témoignage. Oui. Voilà, aussi pour les gens qui veulent témoigner. Très bien, vous faites bien de le rappeler. Tout ça, et recevoir du soutien. Voilà, donc, alors j'y vais. C'est parti. Juste regarde la tonalité. Fini le carnaval, le code social. Voilà ta lune au menthol, je t'allume le mental. Vas-y, viens dans ma bulle, je t'allume la lune. Du royaume de l'autisme, tous anticonformisme. Vas-y, délivre-toi, finis le camouflage. Tu peux être comme moi, tu n'es plus une image. Tu peux tourbillonner, dire des choses bizarres. Tu peux les étonner, il n'est jamais trop tard. Tu peux prendre toute la place ou alors t'effacer. Ici t'es pas en classe et tu seras pas jugé. Voilà ma bulle. Voilà je m'envole. Voilà je l'assume. Voilà ta lune au menthol. Vas-y, délivre-toi dans de belles confidences. Ton errance est finie, tu te découvres ici. Vas-y, projette ta voix, c'est une nouvelle naissance. Aujourd'hui, t'as compris le tournant de ta vie. Tu peux dire à tout le monde que t'es tout atypique. Ton cerveau élastique ressent toutes les ondes. Tu ressens trop les choses, tu ne fais jamais de pause. Tu fonctionnes à l'envers sur cette planète Terre. Voilà ma bulle. Voilà je m'envole. Voilà je l'assume. Voilà ta lune au menthol. Voilà maladresse. Voilà je m'envole. Voilà mon adresse. Voilà ta lune au menthol. La. La. Voilà ta lune au menthol. Bravo. Bon, moi j'applaudis, hein. Bravo. Alors merci parce que malgré les conditions, on entend très bien. Là, faut le faire. Hein. Ouais. Donc chapeau bas et on entend très bien quand même un joli filet de voix. Il y a pas de souci. Alors, merci beaucoup à vous, Élodie. Donc, malheureusement, on va devoir se séparer, mais
on garde le contact parce qu'on a plein de choses à se dire. On va faire d'autres choses. Vous inquiétez pas. Ce volet va attirer d'autres volets. Vous ne vous inquiétez pas. D'accord. Okay. Juste un petit mot. Le 15 novembre, je fais une conférence dans un salon du handicap et de l'autisme Où ça le sud de la France, à Calian. Voilà, avec bref, conférence, livres, chansons, tout ça. Bah super. Ben on va regarder tout ça en description. Vous inquiétez pas. À bientôt. Voilà. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Alors ça y est, cette partie des artistes où vous avez découvert tous ces œuvres, c'est très bien. Maintenant, nous allons faire un autre appel. Donc, c'est encore un autre exploit de notre technicien David qui s'empresse tout de suite d'appeler. Vous allez voir, il est fort. Nous allons où ? Nous allons à Dijon. Nous allons appeler notre autre invité. Alors, on entend le bip, le fameux bip. Allô ? Allô, bonjour. Nous sommes sur Radio Ems. Nous avons le plaisir de vous avoir. Bonjour, Marlène Loudiatian. Bonjour. Alors, je vous présente, vous vous présentez, comment on fait ? Oui, je vais me présenter rapidement. Oui, déjà, d'où nous vous appelons. Décrivez pour nos auditeurs, s'il vous plaît. Auditeurs et auditrices, bien sûr. Alors, je m'appelle Marlène Loudiatian. Je suis professeure et formatrice de langue des signes française et je suis donc une personne autiste. Voilà. Voilà, mais là, on est où ? Il faut leur dire aux auditeurs et auditrices. On est où exactement ? Vous êtes dans la salle vous êtes dans la classe, il me semble. Oui. Ah oui, il faut leur dire. Oui, on est à Dijon, on est dans la classe. Vous avez fait partir vos élèves pour nous accueillir. Oui. Donc voilà. Je vais partir un peu plus tôt, voilà, pour pouvoir participer à cette émission de radio. Alors là, nous sommes fortement honorés. Alors, je vous ai interrompu, gros mal élevé que je suis. Continuez de vous présenter. Oui, non, il n'y avait pas grand-chose d'autre à dire, en fait. Voilà, donc j'enseigne la langue des signes. Et, je fais aussi quelques conférences sur le thème de l'autisme, parce que je suis concernée par l'autisme. Alors, pour dire la vérité à nos auditeurs, nous nous connaissons car nous avons déjà fait une émission ensemble. Vous dites que vous êtes une spécialiste de la langue des signes, mais moi je dis pas seulement. Moi, je dis que vous êtes aussi une spécialiste du chant-signe. C'était l'objet de notre émission. Et nous avons aussi en commun des projets musicaux, 2 conférences à venir. On en précisera tout ça à la fin de notre émission. Comme vous l'avez précisé, vous êtes vous-même autiste et donc vous êtes ma caution scientifique sur le sujet aujourd'hui. D'accord. Alors, normalement, vous avez le droit à un questionnaire que je ne vais pas faire aujourd'hui parce que là, j'ai pris un micro-trottoir. J'ai fait un micro-trottoir pour avoir une base de notre discussion. Est-ce que notre cher David peut nous mettre ce micro-trottoir, s'il te plaît ? Bonjour madame. Alors, est-ce que vous pourriez me définir ce qu'est pour vous l'autisme ? Je sais pas du tout. C'est pas... Ok, merci. Alors, bonjour messieurs, dames, comment vous définiriez l'autisme ? L'autisme, c'est une situation particulière d'enfants qui ont besoin d'être suivis de très près et pour qui il faut un diagnostic précis et particulier et une comment dire, mais il faut les aider à se développer de façon particulière. Mesdames, alors comment vous définiriez l'autisme ? C'est un trouble. C'est un trouble mental. C'est un syndrome dont le cerveau pas fait comme nous, quoi. Pas les mêmes aptitudes, les mêmes façons de recevoir les choses. Oui. C'est des gens qui sont parfois très intelligents, mais pas adaptés à la société dans laquelle on vit. Exactement. Ok. Merci bien. Comment vous définiriez l'autisme ? Une maladie.
Bonjour messieurs, dames. Voilà, je voudrais savoir comment vous définiriez l'autisme. Je sais même pas, et toi? Tu sais? Je sais pas. Alors, bonjour monsieur, voilà, comment vous définiriez l'autisme? L'autisme? Oui. C'est quelqu'un qui a du mal à bien parler, c'est ça? Bonjour, comment définiriez-vous assez rapidement l'autisme? Difficulté de lire les situations sociales. Bonjour madame, comment définissez-vous l'autisme? Bonjour monsieur. Alors pour moi l'autisme c'est une incapacité plus ou moins grande à communiquer avec les autres et d'être dénué d'empathie plus ou moins selon le niveau d'autisme. Voilà. Alors, voici ce micro-trottoir, il a été effectué par un professionnel, ne reproduisez surtout pas ça chez vous. Blague mise à part, il a été effectué, au départ, c'est pour ça qu'on entend tous ces bruits, dans un centre commercial, sauf les 2 dernières qui ont été opérées dans un établissement scolaire. Vous êtes notre experte. Bien sûr, il y a des choses. J'ai vu une mood d'Aglaé. Je pense que vous aussi, ça a pu vous faire bondir pour certaines déclarations. Alors, ça prouve quand même que peut-être au niveau de l'information, tout n'est pas passé. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, Marlène. Oui, alors c'est assez intéressant les réponses. Donc sur la première réponse, c'est intéressant parce qu'effectivement, alors il faut savoir que on est aussi, il y a des enfants autistes, il y a aussi des adultes autistes, bien évidemment. Mais quand on parle d'enfants, effectivement, c'est que c'est intéressant qu'il y ait un diagnostic précoce et que ces enfants soient bien accompagnés par rapport à la particularité de l'autisme. D'accord. Alors moi, ce que j'attends de vous, qui êtes ma caution, nous allons écouter Denzel Washington dans Philadelphia, qui va vous demander quelque chose de très particulier. Bon, expliquez-moi ça comme si j'avais 2 ans, parce qu'il y a un détail dans votre histoire que j'arrive pas à faire entrer dans ma cervelle. Alors voilà. Maintenant, vous, qui êtes ma caution scientifique, est-ce que vous pourriez me définir, vous, après ce qu'on a entendu dans le micro-trottoir, c'est quoi l'autisme? Alors l'autisme, en fait, ce n'est pas une maladie. Comme ça a été entendu. Du neurodéveloppement. Donc le trouble du neurodéveloppement, en fait, ce sont des troubles, comme c'est dit dans le nom, ce sont des troubles du développement, donc qui dans le cerveau. Donc il peut y avoir des particularités au niveau du langage, de la motricité et notamment des interactions, ce qui concerne l'autisme, des interactions sociales. Voilà, donc il y a un impact important dans le quotidien et dans la vie sociale. Donc l'autisme aussi, par rapport à une réponse qu'il y avait eu, c'est souvent qu'on entend dire que les personnes autistes n'ont pas d'empathie, ce qui n'est pas vrai, mais c'est simplement parce que souvent les personnes autistes ont du mal à dire ce qu'elles ressentent ou à montrer leurs sentiments. Mais ce n'est pas parce que on ne le voit pas, ce n'est pas parce que ça ne se voit pas que les émotions ne sont pas là. Voilà, c'était très bien de le préciser. Est-ce que vous avez des statistiques à nous soumettre? Est-ce qu'on sait combien il y a d'autistes, par exemple en France ou dans le monde? Je ne sais pas. Je vous laisse nous éclairer là-dessus. Alors en fait, par rapport à l'ANSERM, qui est l'Institut national pour la recherche de la santé, il y aurait 1% de la population qui serait autiste, c'est-à-dire à peu près 700 000 personnes en France. D'accord. Qui fait un nombre assez conséquent, en sachant que ce nombre peut peut-être atteindre le 1 million parce que il y a beaucoup de personnes autistes qui ne sont pas forcément diagnostiquées, voilà, simplement. D'accord. Alors moi j'ai effectué un petit peu mes investigations aussi de mon côté.
Et je suis tombé sur un site d'autistes Asperger. Alors, on est d'accord hein, qu'il y a plusieurs types d'autisme. Est-ce que je dis une bêtise quand je dis ça? Non, il y a plusieurs types d'autisme. Oui, il y a ce qu'on appelle le spectre de l'autisme. Alors après ça reste personnel, mais c'est vrai que de dire qu'il y a plusieurs types d'autisme, moi j'ai envie de dire plutôt qu'il y a différentes intensités d'autisme. D'accord. Puisque finalement l'autisme, toutes les personnes qui sont autistes ont plus ou moins le même problème avec une sévérité différente. D'accord. Très bien, c'est très bien de le dire. Alors, par exemple, j'ai vu sur ce site québécois qu'il y avait par exemple comme Asperger célèbre dans l'art, au niveau de l'art pictural, il y avait Michel-Ange, Léonard de Vinci, Andy Warhol, qu'il y avait des personnalités du monde du sport comme Lionel Messi. En musique, qu'il y avait Mozart, qu'il y avait Beethoven, qu'il y avait le grand pianiste Glenn Gould. Alors je sais, moi je n'y connais rien. Est-ce que c'est possible? Et puis bon, après moi je me pose une question quand même. C'est comment on définit un autisme sur quelqu'un qui, comme Mozart, ça date de longtemps, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'ai pas vraiment entendu la dernière phrase. Oui, je disais que par rapport aux personnes donc célèbres autistes, alors il y en a pour qui ce n'est pas officiel, hein, ce n'est pas forcément diagnostiqué. Et puis il faut savoir aussi que souvent quand on parle d'autisme Asperger, il faut savoir que ce terme Asperger, en théorie, ne se dit plus, je crois, depuis 2013 peut-être, sans certitude sur la date. Et on a plutôt tendance à dire maintenant autiste de niveau 1, autiste à haut fonctionnement. Voilà, pour définir l'autisme Asperger. Et souvent, les personnes pensent, quand on parle d'Asperger ou de haut niveau, qu'il y a forcément un haut potentiel intellectuel, ce n'est pas forcément le cas. Alors justement, excusez-moi de vous couper, c'était justement ma question. Alors j'ai parlé de tous ces gens qui étaient célèbres et on a vu même dans le cinéma, on parle de Spielberg, etc. Alors je pose une question volontairement provocatrice, hein, bien sûr. Alors donc quand on est autiste de niveau 1, est-ce que ça veut dire que forcément on est un génie? Que forcément on est un génie. Pardon. Est-ce qu'on est forcément un génie? HPI. Non, pas HPI. Non, vous m'avez pas entendu. Un génie. On est génial. On est forcément plus fort que les autres parce que on est Asperger de niveau. Autiste de niveau 1. Ah oui, non, pas forcément. C'est souvent que dans la société, nouvellement, hein, j'ai un peu l'impression, malheureusement, que c'est un effet de mode, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie d'être diagnostiquées autistes de niveau 1 parce qu'elles pensent que c'est super d'être autiste, que ça veut forcément dire qu'on a un haut potentiel intellectuel, que c'est dans... Donc ça valoriserait. C'est dans l'air du temps, alors que ce n'est pas forcément le cas. Une personne autiste de niveau 1 n'est pas forcément HPI. Ça veut dire en fait qu'il n'y a pas de déficience intellectuelle. Même si, malgré tout, il y a quand même plus de personnes HPI chez les autistes de niveau 1 que dans la population en général. D'accord. Alors pour continuer là-dessus sur les témoignages, j'ai un témoignage à vous soumettre. C'est celui de Laura Lone, cette humoriste que j'adore, moi j'en suis fan, qui parle de la découverte de son autisme et des problèmes du quotidien. Je vous propose donc de l'écouter. Ça m'est arrivé plusieurs fois que les gens me disent t'as des traits autistiques, en fait, souvent on dit ça. Et un jour, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet et j'ai appris qu'en fait, le syndrome d'Asperger s'exprime de façon différente chez les hommes et chez les femmes. Ça se voit beaucoup plus chez les hommes parce que les femmes vont vraiment essayer de compenser en fait pour cacher leurs traits et pour se fondre vraiment dans la masse en fait. Et quand j'ai commencé à lire les
caractéristique des femmes Asperger. C'est sûr, c'est ça, je me suis vraiment reconnue et ça faisait aucun doute pour moi. J'ai quand même fait des tests chez une psychiatre, etc., pour avoir vraiment les tests officiels, pour avoir le diagnostic officiel. Tous les liens se sont faits dans ma tête. J'ai eu les clés de ma vie, quoi. J'ai compris juste comment je fonctionnais. J'aime bien avoir des moments où je me retrouve seule juste pour vivre mon monde intérieur, en fait, pour réfléchir à tout ce dont j'ai envie de réfléchir. C'est pas tant que j'aime pas, j'ai besoin des relations sociales et j'adore être avec des gens, mais j'ai vraiment besoin à côté de moments pour me recharger, quoi. On a beaucoup de problèmes à comprendre les conventions sociales. Du coup, mon cerveau, il fonctionne à 1000 à l'heure en permanence pour comprendre ce qui m'entoure, comprendre ce qu'on attend de moi, ce que je dois faire, comment réagir, etc. Donc pour moi, ça génère vraiment énormément de fatigue. Tu la vois dans d'autres moments, c'est quand elle souffre. Quand elle fait des crises d'angoisse, tu sais pas l'aider. Tu peux être là, mais parfois être là, c'est déjà trop, parce qu'en fait elle veut pas que tu sois là, elle veut être seule. C'est difficile, même de l'extérieur, parce que quand il y a quelqu'un que t'aimes, qui est en détresse, et que tu sais pas comment l'aider, c'est très difficile. Très bien. Alors, fort de ce témoignage, je vais m'adresser à vous, Marlène, plus tant la scientifique, mais la femme. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce témoignage de Laura Lone ? Oui, tout à fait. Moi, je me retrouve, tout à fait, dedans. Voilà, quand on parle de... alors moi, en l'occurrence, après, c'est pas forcément le cas de toutes les personnes autistes, mais en l'occurrence, oui, j'ai vraiment besoin de moments de décompression, d'être seule, d'être dans mon imaginaire, en fait, dans ma tête, et de ne pas toujours avoir un contact social. Alors non pas que je n'aime pas les gens, mais parce que ça me fatigue beaucoup. En fait, ça me demande beaucoup de ressources, en fait, pour aller communiquer, pour faire tout un tas de choses. Donc c'est vrai que je me reconnais assez là-dedans, oui. Alors, excusez-moi, 30 secondes, je vais poser la même question à Aglaé qui est, donc vous étiez en train d'officier dans votre université, mais nous avons une invitée qui chante divinement bien, qui nous a fait 2 prestations. Je vais lui poser la même question. Par rapport au témoignage de Laura Lone, est-ce que vous vous retrouvez dedans ou vous le vivez complètement différemment ? Non, je me retrouve aussi beaucoup dedans, quand elle dit de ses recherches qu'elle a fait sur l'autisme, etc. Moi, dès que j'ai commencé à regarder des témoignages, pareil, j'étais en mode c'est obligé que ce soit ça. Il y a pas d'autres raisons. C'est un peu une évidence. Pareil pour les relations sociales, je peux, mais si c'est trop, après je surcharge et puis il faut que je me repose et que je sois seule aussi, parce que sinon ça a aussi parlé de crise d'angoisse, etc. Moi, du coup, maintenant je sais aussi différencier quand c'est plus crise d'angoisse ou crise autistique. Et c'est vrai que c'est, je pense, très compliqué pour l'entourage, parce que, en tout cas personnellement, et puis dans ce qui a été dit dans le témoignage, c'est très compliqué parce que moi personnellement aussi, quand je suis en mode crise, c'est compliqué de m'approcher, etc. Alors que justement les personnes qui sont autour voudraient aider, mais au final, la façon dont ils veulent faire, ça peut ne pas aider au final. Donc c'est vrai que c'est très compliqué à gérer et à voir aussi à ce niveau-là. Oh, merci pour cette franchise. Alors, si nous étions, Marlène, je m'adresse à vous à nouveau, dans un monde parfait, qu'est-ce que vous attendriez de la société qui pourrait vous aider et aider les autistes en général? Est-ce que vous en avez une idée? Moi, je pense que ça passe d'abord par l'information, qu'il faudrait informer les gens, les sensibiliser à la cause, entre guillemets, à la cause autiste, pour pouvoir mettre des choses en place, pour essayer de comprendre le fonctionnement des personnes autistes, alors que ce soit pour simplifier les relations sociales, pour simplifier le monde, dans le monde du travail et au niveau professionnel. Donc je pense que d'abord ça passe vraiment par de l'information, de la sensibilisation, puisqu'on l'a vu,
on l'a entendu surtout notamment dans le micro-trottoir, que ça reste quand même, l'autisme reste quand même un mystère pour beaucoup de personnes. Exactement. Donc, je pense que ça passe par là. Ça passe déjà par l'information et après l'action pour mettre des choses en place. Même question pour Aglaé. Dans un monde parfait, qu'est-ce qu'on doit améliorer? Qu'est-ce qui pourrait vous aider? En fait, j'aurais un peu la même réponse, surtout l'information, parce que c'est vrai que l'autisme, en fait, même quand j'en parle, que ce soit des gens inconnus, mais même des gens de ma famille, etc., ou proches, c'est vrai que l'autisme, en fait, les gens pensent directement préjugés, soit c'est les gens qui se tapent la tête, ou au contraire on est des génies comme on disait tout à l'heure, alors que pas du tout. Et même au niveau professionnel, en fait, c'est vraiment dommage parce qu'en fait on peut pas vraiment être pris au sérieux parce que en fait comme les professionnels eux-mêmes ne connaissent pas le sujet. Tout de suite, on est presque plus légitime d'aller les voir parce qu'on n'est pas pris au sérieux et ils connaissent pas non plus à chaque fois les phrases qu'on nous dit. C'est vraiment, ah bah non, c'est pas possible, vous nous regardez dans les yeux, vous avez des amis, alors que pas du tout. Et du coup, c'est compliqué. Et donc, je pense que vraiment l'information, mais auprès de tout le monde, on n'en parle pas assez ou c'est vraiment pas assez ouvert. Comme l'autisme, c'est un spectre. Bien sûr, il y a des personnes pour qui c'est plus compliqué, d'autres beaucoup moins aussi, mais il faudrait parler de tout ça. Voilà. D'accord. Marlène, vous êtes encore avec nous ? Oui, toujours. Alors, voilà, est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter que j'aurais pu oublier ou que vous pensez que c'est important de mettre le doigt dessus ? Je vous écoute. Non, je pense que le tour a été plus ou moins fait, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'autisme, sur les particularités de l'autisme. Après, moi, je rejoins vraiment ce qu'a dit Aglaé, c'est que on a vraiment besoin de se sentir légitime. Moi, j'emploie souvent ce mot parce qu'on a l'impression de ne pas avoir droit d'exister presque. Et quand on parle de l'autisme, souvent c'est l'autisme sévère. Alors bon, bien sûr, c'est important aussi de parler de l'autisme sévère, mais tout de suite, quand on est autiste sans déficience intellectuelle, c'est comme si on ne devait pas, alors non pas se plaindre, parce qu'on ne se plaint pas forcément, mais c'est comme si on ne devait pas informer, puisque ça, on a souvent l'impression que ça n'en vaut pas la peine de parler de ça, on n'a pas vraiment de problème, on n'a pas... alors moi, j'ai déjà entendu que l'autisme donc de niveau 1, c'est l'autisme de luxe. Et j'ai trouvé ça un peu dur parce que je me dis qu'est-ce qui fait qu'on devrait être nommé comme ça. Ça n'a rien d'être un luxe d'être autiste. Alors c'est pas forcément dramatique non plus, mais ce n'est pas un luxe, ce n'est pas forcément un luxe. C'est un handicap. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas dire handicap, qui préfèrent dire différence. Bon chacun son choix, mais c'est vrai que il ne faut pas oublier que c'est un handicap. Il ne faut pas invisibiliser l'autisme de niveau 1 parce qu'il est moins, il se voit moins déjà et qu'il est moins. D'accord. Alors voilà, je suis désolé, je suis obligé de vous interrompre parce que je dois rendre l'antenne. Alors je vais remercier bien entendu Aglaé qui nous a fait le plaisir de venir de si loin. Je vais bien sûr remercier Elodie qui était de très loin aussi. Je remercie David d'avoir pu faire cet exploit de m'aider dans ces affres. Et je tiens à dire que fin novembre, je ferai une publication guitare-chant avec Marlène. On fera des conférences en avril, le mois de l'autisme, il me semble. Vous confirmez Aglaé. Et on fera un clip. Et je tiens à remercier donc tous nos invités et aussi... alors, Elodie est encore là. Donc, Elodie, merci. Et donc pour ce travail, et je vais aussi remercier Isabelle, la présidente d'Action Autisme Asperger sur Vincennes, qui fait un travail formidable. Merci à Radio Ems, merci à David. Téléchargez l'appli surtout. Jamais 203, donc bientôt avec moi. Je remercie bien sûr vous auditeurs qui avez pris le temps. À très bientôt. Au revoir.